Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Alors, j'ai choisi donc ce sujet-là pour évaluer peut-être le processus de démocratisation au Maroc depuis 2011. Le domaine réservé comme un indicateur de cette évolution, du progrès, etc. Et pour répondre à cette question, j'ai prévu de vous parler de 3 points, développer 3 points devant vous. Le premier point porte sur la notion de droit de domaine réservé et démocratie. Second point, les apports de la révision constitutionnelle de juillet 2011 politique étrangère, ou ce titre enfin formel du domaine réservé dans la Constitution. Troisième point, c'est la pratique de la conduite de la politique étrangère depuis 2011. Là aussi, un sous-titre, révélateur d'ailleurs, d'un domaine disputé, politique étrangère, à un domaine, ou plutôt un retour en force du domaine réservé. Donc déjà, vous avez une idée sur l'évolution. N'est-ce pas? Alors, j'avais prévu de développer plus longuement le premier point, mais puisque je n'ai que 20 minutes, donc je vais essayer de résumer, de vous dire ceci. Premier point. Au moins, je vais être beaucoup plus long pour les autres points mentionnés. Alors, moi, j'ai toujours été critique à l'égard, et mon cher collègue Hassan Louazani le sait, toujours critique à l'égard de la notion de domaine réservé en politique étrangère telle qu'elle a été transposée au Maroc. Une notion empruntée au présidentialisme français, mais qu'elle a été transposée au Maroc, théorisée, justifiée. Et moi, j'ai toujours été critique à l'égard de cette notion. Cette notion est devenue une doctrine officieuse au sein du ministère des Affaires étrangères, dans le cercle du pouvoir, et même est devenue, comment dirais-je, une évidence, une sorte même de nécessité aux yeux d'un certain nombre d'analystes ou de commentateurs, et qui a signifié au Maroc chez nous, contrairement à ce qui a été le cas en France, parce qu'en France c'est une démocratie, domaine réservé dans une démocratie. Donc, par conséquent, il signifie chez nous un monopole royal exclusif en matière de conduite de la politique étrangère. Ce monopole, non seulement il marginalise les autres institutions, comme le Parlement, le gouvernement, mais aussi marginalise les partis, le rôle des partis politiques. C'est pour cela que dans les partis politiques chez nous, il y a un appauvrissement de réflexion sur la politique étrangère. Il n'y a pas vraiment de débat en la matière. Et j'en sais quelque chose, j'étais dans un parti. Je sais que c'est vraiment lacunaire dans les partis et en général, etc. Il n'y a pas véritablement de doctrine comme entre l'indépendance et le début des années 60, où les partis avaient une doctrine, avaient un débat en politique étrangère. Maintenant, c'est fini, il n'y a plus ça. Et ce monopole est devenu, depuis l'état d'exception, maintenant, est devenu une arme pour faire taire les critiques, limiter la liberté de débat en politique étrangère et brimer les opinions discordantes. J'en ai été amené plusieurs fois à parler de politique étrangère dans des rencontres publiques. J'avais même prévu un jour, un moment, de publier un ouvrage collectif sur la politique étrangère. Ça n'a pas marché, ça n'a pas abouti, pour des raisons que je viens de vous dire. Le domaine réservé en politique étrangère, chez nous, est un indicateur de l'évolution, démocratique ou non, de l'ouverture ou non du régime marocain. On l'a vu quand le portefeuille du ministre des Affaires étrangères est confié à un parti issu de l'opposition. Là, il y a une ouverture. On l'a vu avec le stade dans les années 80, et maintenant, dans le cadre du gouvernement de Kiran 1 aussi, le portefeuille du ministère des Affaires étrangères
un dirigeant du parti de l'opposition. Ou lorsque le Premier ministre, aussi de l'opposition, est associé à la conduite de la politique étrangère, comme on l'avait vu lors de l'alternance constitutionnelle sur Hassan II. Et cela parlait à cette époque, les analystes ont parlé de domaine partagé. Plus de domaine réservé, mais de domaine partagé. Et c'est pourquoi, en 2011, lors de la révision constitutionnelle intervenue dans le contexte qu'on sait, des partis, des ONG de la société civile, ont fait des propositions concernant la politique étrangère elle-même, pour que celle-ci ne soit plus un domaine réservé justement, mais un domaine, disons, partagé. Et la Constitution est venue justement avec un certain nombre de propositions, qu'il s'agisse d'un redéploiement des compétences en matière de politique étrangère entre le palais et les autres institutions, surtout renforcement des autres institutions, ou qu'il s'agisse d'un certain nombre d'orientations générales qui sont inscrites même dans le texte de la Constitution. C'est-à-dire qu'ils sont des engagements, une sorte de principe, parfois même des engagements ou des orientations beaucoup plus, disons, concrètes, et donc qui obligent les dirigeants à en tenir compte. L'intérêt donc porté par les partis politiques et par les ONG, par un certain nombre d'ONG de la société civile à la politique étrangère, n'a pas été seulement dicté par un souci de démocratie, mais aussi un souci de fait, un souci disons, lié au fait que, de nos jours, la politique étrangère est très liée à la politique intérieure. L'implication de la politique intérieure de la politique étrangère est devenue tellement forte qu'il n'est plus possible de parler de politique étrangère comme que la politique étrangère soit le seul fait du prince. Donc il y a, par la force des choses, une démocratisation. Ou plutôt, non, là, il y a une certaine, disons, interpénétration entre l'interne et l'externe, tellement qu'un certain nombre de problèmes domestiques, de problèmes internes, sont devenus des problèmes de politique étrangère, et les problèmes internes concernent tout le monde. Donc, ce n'est plus seulement la paix et la guerre qui est en cause, mais les problèmes des citoyens, les problèmes de tous les jours des citoyens. Et par conséquent, la politique étrangère concerne de plus près les citoyens, ils ne peuvent pas être mis à l'écart. Voilà donc le second souci, pas seulement un souci de démocratie, mais d'évolution de la politique étrangère elle-même. Alors, voilà, donc résumé, le premier point concernant ça a été beaucoup plus long, mais ça va être mis par écrit, à la pour que ce soit beaucoup plus long. Alors, je passe donc au second point en posant la question, quels sont les apports, n'est-ce pas, de la révision constitutionnelle, n'est-ce pas, de 2011 sur justement sur le domaine réservé, ce monopole exclusif royal en matière de politique étrangère. Bien que moi, personnellement, je n'ai jamais été adepte d'une approche constitutionnelle du domaine réservé qui n'existe pas. Il n'y a pas dans la Constitution quelque chose qui dit voilà le domaine réservé du roi en matière de politique étrangère. Il y a les affaires religieuses, les étrangères. Mais l'interprétation de la Constitution pour justifier le monopole pratique de la politique étrangère royale exclusif en matière de politique étrangère, ça a été seulement une interprétation. Et moi, je n'ai jamais été dans une justification constitutionnelle juridique du domaine réservé. Ça n'existe pas. Alors, quels sont maintenant les apports donc, de la révision constitutionnelle concernant la politique étrangère? Et c'est pour ça que j'ai j'ai ajouté ce titre, la Constitution 11, mais fin formellement au domaine réservé, même sur le plan pratique. Disons que ça a été jusqu'à maintenant sur le plan pratique, maintenant c'est la Constitution qui met fin formellement au domaine réservé. Alors,
une analyse attentive, une lecture attentive de la Constitution révèle un certain nombre disons, d'aspects des politiques étrangères qui sont mentionnés dans la Constitution, pas de façon claire, mais mentionnés, enfin d'aspects de politique étrangère, et aussi un certain nombre d'intervenants qui sont aussi mentionnés dans la Constitution, intervenants en politique étrangère, qui sont mentionnés. Donc il faut une lecture attentive pour voir un petit peu où se niche, n'est-ce pas, ce domaine partagé de la politique étrangère dans la Constitution, parce que ça n'apparaît pas à première vue. Alors je relève, je ne veux pas mettre des compétences en matière de politique étrangère en faveur du chef du gouvernement et du Parlement. Et c'est pour ça que je l'ai dit, nous sommes dans le cadre de la Constitution de 2011, dans le cadre d'un domaine partagé et plus dans le domaine réservé. C'est-à-dire que ceux qui veulent maintenant aller dans la Constitution pour justifier le monopole exclusif royal aussi en matière de politique, ne peuvent pas le trouver. En tout cas, ça va être vraiment tordre le cou à la Constitution. Deuxième chose, en plus des compétences, dans la Constitution, on trouve l'inscription d'un certain nombre d'orientations, n'est-ce pas, générales en matière de politique étrangère qui oblige les dirigeants donc, du pays de les respecter en conduisant leur politique étrangère. D'abord, donc, premier point, concernant le renforcement des pouvoirs du chef du gouvernement et du Parlement en matière diplomatique et de politique étrangère. Alors, le chef du gouvernement n'est plus le Premier ministre. Le chef du gouvernement, c'est le nouveau titre qui est donné au Premier ministre d'avant. Donc, par conséquent, le Premier ministre n'est plus un primus parmi inter pares, un premier parmi ses pairs, mais un véritable chef d'équipe, n'est-ce pas? Bien sûr, il est nommé par le roi et les ministres sont nommés par le roi aussi, mais sur proposition du chef du gouvernement. Et une fois nommé, le gouvernement ne peut plus être renvoyé, n'est-ce pas, à l'initiative du roi, sauf du fait de sa démission. Donc, le chef du gouvernement est devenu un véritable chef d'équipe, une certaine autonomie par rapport au palais. Le Premier ministre, le chef du gouvernement a un certain nombre de choses, de compétences dont il jouit dans la Constitution. D'abord, il préside le Conseil du gouvernement. Ce Conseil du gouvernement existait dans la pratique, mais pas dans les constitutions d'avant. Il a été institutionnalisé dans la nouvelle Constitution de 2011. Donc, c'est une reconnaissance d'une certaine autonomie du chef du gouvernement par rapport au roi, par rapport au Conseil des ministres, n'est-ce pas? Et dans ce Conseil sont délibérées d'abord la politique générale de l'État, avant d'être présentée au Conseil des ministres. Donc, dans la politique générale de l'État, qui va être présentée devant le Parlement et donc le vote, etc., il y a bien sûr la politique extérieure. Puis, ils sont délibérés aussi les politiques publiques, ce qu'on appelle les politiques publiques, c'est une notion aussi nouvelle dans la Constitution de 2011, politique publique, et les politiques sectorielles, et dans les politiques publiques sectorielles, immanquablement, et évidemment, il y a aussi la politique étrangère, n'est-ce pas? Et troisièmement, elles sont délibérées et discutées dans le Conseil du gouvernement, les traités et les conventions internationales avant leur présentation au Conseil des ministres. Le chef du gouvernement peut aussi présider le Conseil des ministres. Ça, c'est une nouveauté, sur délégation du roi, où il peut même provoquer sa réunion. Avant, le Conseil des ministres se réunissait comme le roi le voulait. Maintenant, si le Conseil des ministres ne se réunit pas, le Premier ministre le chef du gouvernement peut demander la réunion du Conseil des ministres. Et si le roi ne veut pas le présider, bon, il peut déléguer la présidence au Conseil, le chef du gouvernement pour le présider. Ce sont des choses nouvelles dans la Constitution. Dans ce Conseil des ministres sont délibérées les orientations stratégiques de l'État. Donc voilà, le chef du gouvernement est associé donc à tout ce qui concerne les grandes stratégies de l'État. Donc ce n'est pas quelque chose de limité au palais ou à son entourage.
Il délibère aussi, il discute de la déclaration de l'état de siège, de la déclaration de guerre, et surtout les nominations des ambassadeurs sur proposition du chef du gouvernement. Dorénavant, les ambassadeurs sont nommés en Conseil des ministres comme en France sur proposition du chef du gouvernement. Troisième arme, si vous voulez, qu'on néglige, mais en fait, ça peut devenir véritablement un moyen de pression sur le palais si, dans un cas tout à fait particulier, c'est le contre-seing ministériel. Le chef du gouvernement contresigne tous les daïrs, sauf quelques-uns, 7 dans la nouvelle constitution, 9 avant, 7 maintenant. Alors, il contresigne même les lettres de créance des ambassadeurs, même les daïrs de nomination des nominations aux emplois civils et militaires. Donc, c'est une arme entre les mains du chef du gouvernement, si vraiment elle a la possibilité de l'utiliser quand cela est. Et puis, bien sûr, une fois nommé, le chef du gouvernement, enfin, le gouvernement nommé, le chef du gouvernement se présente devant le Parlement et présente l'action du gouvernement qu'il a l'intention de mener sur tous les plans, y compris sur le plan de la politique extérieure, et ça c'est extra. Même dans les anciennes constitutions, bien sûr ça vient en dernier lieu, hein, la question de la politique extérieure, mais elle est mentionnée de façon expresse, la question de la politique extérieure. Donc, comment le chef du gouvernement représentait son action en matière de politique extérieure sans être associé, sans en être le maître d'œuvre? Et où alors, je ne sais pas comment moi je m'appuie beaucoup sur cet article, et finalement, une bonne lecture, abstraction faite de la pratique de la Constitution, n'institue pas un domaine réservé, mais un domaine partagé. Le gouvernement aussi gère son action de manière générale sous l'autorité du chef de gouvernement, qui dispose, lui, du pouvoir réglementaire et a à sa disposition l'administration. Donc, on dit, là, le pouvoir réglementaire et la politique étrangère relèvent du pouvoir réglementaire, pas du pouvoir réglementaire. Et l'administration comporte aussi, bien sûr, le ministère des Affaires étrangères et ses services. Je passe maintenant, parce qu'il y a une autre institution, bon, secondaire, mais je vais là, c'est de côté, passer directement aux compétences du Parlement en matière de politique étrangère. Là aussi, je laisse de côté tous les moyens traditionnels du contrôle du gouvernement sur l'action, du Parlement sur l'action du gouvernement, y compris en matière de politique étrangère, mais je mentionne deux nouveautés qui me paraissent telles, enfin, c'est le cas. D'abord l'article 70 qui mentionne ce que doit faire le Parlement. Le Parlement vote les lois, bien sûr, contre l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Et la politique étrangère fait partie des politiques publiques. Ça, c'est la première, si vous voulez, nouveauté. Et en matière législative, on assiste à un certain élargissement en matière de relations internationales. D'abord, la question de la nationalité et la condition des étrangers, ces deux, disons, matières n'existaient pas dans les autres constitutions, mais sont maintenant incluses dans la liste des compétences ou du domaine de la loi, n'est-ce pas? Et puis, autre nouveauté qui est significative, c'est qu'en matière de traités et de conventions internationales, qui restent du domaine du chef de l'État, parce que c'est lui qui les signe et les ratifie, mais avant, seul un traité échappait à la ratification du chef de l'État sans l'approbation du Parlement. Maintenant, 7 traités sont
concernés par l'approbation du Parlement avant qu'il soit approuvé par une loi, n'est-ce pas? Bon, je vais donner des exemples, je ne vais pas les citer tous: traité de paix ou d'union, traité de délimitation des frontières, traité de traité de commerce, etc. Bon, 7 sont prévus, n'est-ce pas? Donc, il y a un élargissement. Puis, dernièrement, il y a 2 ou 3 articles sur les partis politiques et sur l'opposition, n'est-ce pas? Pour les partis politiques, il y a reconnaissance expresse et extension, ça n'existait pas dans les autres constitutions, concernant le statut et le rôle des partis politiques. Ils expriment la volonté des citoyens et ils participent à l'exercice du pouvoir. Voyez-vous, donc, en filigrane, ils ne peuvent pas faire ça s'ils ont des domaines où ils ne peuvent pas intervenir, y compris donc la politique étrangère, la défense et tout, en fait, pas seulement la politique étrangère. Et puis, l'opposition, là aussi, on lui reconnaît un certain nombre de rôles pour animer la vie parlementaire, pour participer à la diplomatie parlementaire, pour le contrôle de l'action gouvernementale, et surtout, elle jouit de la liberté d'expression et d'opinion et de réunion. Et par conséquent, aucun domaine, n'est-ce pas, n'est exclu de l'action, du contrôle, des débats, n'est-ce pas, qui peuvent être initiés par l'opposition. Voilà donc, si vous voulez, concernant cet aspect du redéploiement des compétences d'un certain nombre d'institutions concernant la politique étrangère. Je passe maintenant à un second point concernant l'inscription, même dans la Constitution, d'un certain nombre d'orientations générales. Là aussi, c'est une nouveauté, mais une nouveauté relative, mais significative, car il y a extension des engagements extérieurs de l'État marocain. Alors, dans le préambule, la Constitution définit l'identité de l'État marocain, qui est considérée comme la base des engagements du Maroc à l'extérieur, n'est-ce pas? 3 sources de cette identité sont mises en exergue: la culture, la religion et la géographie. Et puis le Maroc, la Constitution déclare l'attachement du Maroc à la paix, aux droits internationaux et aux droits de l'homme, et par conséquent 3 engagements découlent de ça, n'est-ce pas? L'engagement à l'égard des organisations internationales, engagement à l'égard des instruments internationaux concernant les droits de l'homme et les droits humanitaires, c'est dans la Constitution même, et à l'égard aussi, nouveauté, la Constitution reconnaît pour la première fois de façon explicite la primauté des conventions et des traités internationaux, des accords internationaux ratifiés par le Maroc sur le droit interne. Ça, c'est une nouveauté par rapport à... il y a un certain nombre d'engagements aussi à l'égard de l'extérieur qui découlent des titres sur la liberté et les droits fondamentaux des citoyens. Surtout, je mentionne seulement la question des étrangers, n'est-ce pas, auxquels on reconnaît une jouissance de liberté au même titre que les citoyens, ainsi que la possibilité de leur accorder la possibilité de participer aux élections locales et aussi le droit d'asile. Le droit d'asile, les possibilités d'octroi d'un droit d'asile aux citoyens. Et donc, voilà, ce sont des engagements, n'est-ce pas, qui découlent même de ce titre de sur le droit et liberté fondamentale. Donc, je vis parce qu'il est en train de me guillonner, étrangère depuis 2011, on assiste à un passage d'un domaine, dans la pratique d'un domaine disputé, à un retour en force du domaine réservé. Donc, dans la pratique, il y a un écart par rapport à la Constitution. Ça, c'est le grand problème. Et seule tentative depuis 2011 pour que la pratique de la conduite de la politique étrangère se rapproche de la lettre et de l'esprit de la Constitution, c'est celle qui concerne le gouvernement de Benkiran A, n'est-ce pas, quand Benkiran, chef du gouvernement, et Ratmani, chef de la diplomatie ou ministre des Affaires étrangères, entre janvier 2012 et octobre 2013, on a une expérience significative et très disons, très intéressante pour voir un petit peu
disons, ce conflit entre le texte, n'est-ce pas, et la pratique. Alors, profitons donc du contexte du printemps arabe et des nouvelles dispositions constitutionnelles et de sa légitimité électorale. Le gouvernement Mukien I, avec Othmani comme chef de la diplomatie, ont manifesté une volonté, n'est-ce pas, d'exercer réellement une conduite, plutôt d'exercer une conduite réelle de la politique étrangère, en essayant de lui imprimer leur marque, n'est-ce pas, la marque de ce gouvernement sur le plan du style, sur le plan des orientations, mais sans bien sûr la bouleverser. Hein, ils l'ont toujours dit, sans la bouleverser, sans remettre même la prééminence du chef de l'État ou du roi en matière de politique étrangère. Mais voilà le défi, n'est-ce pas, c'est comment conduire réellement, effectivement, la politique étrangère en imprimant une certaine, disons, orientation, ou certaines orientations propres au duo Mukien et Othmani, tout en respectant la prééminence royale. Alors, Othmani, nourri par l'idéologie de son parti, de son expérience passée à la Chambre des représentants comme vice-président de la Commission des affaires étrangères pendant, pour je dirais pas pour longtemps, est basé surtout sur la Constitution et sur le programme du gouvernement. Et il a il a voulu être un véritable patron du département des affaires étrangères et exercer une véritable influence sur les orientations de notre diplomatie. Alors, dès sa nomination, le 3 janvier 2012, il a tenu une série de rencontres, n'est-ce pas, avec les ambassadeurs étrangers accrédités à Rabat, et par groupe, et par ordre de priorité, n'est-ce pas, pour signifier à ces derniers que c'est lui le patron, c'est lui le chef de la diplomatie marocaine. Hein, et voilà quelles sont les nouvelles orientations de la politique étrangère sous sa direction, tout en les rassurant sur sa continuité. La continuité de la politique étrangère. Alors, si vous voulez, l'objet de ces rencontres pendant un certain temps, pendant une quinzaine de jours, dès sa nomination. Et puis, Othmani va essayer aussi de mettre en œuvre un certain nombre d'orientations puisées dans la Constitution. Au début, il se référait beaucoup plus à la Constitution qu'au discours royal. Puisé dans la Constitution et dans le programme du gouvernement présenté au Parlement. Alors, voilà comment se présente sa vision de la politique étrangère après sa nomination. Une politique étrangère centrée sur le voisinage maghrébin, sur le monde arabe et sur l'Afrique, et puis par la suite pour le reste du monde. C'est qu'il a appelé les 4 cercles concentriques, n'est-ce pas? Maghreb, monde arabe, Afrique, puis le reste du monde. Voilà comment il a engagé sa politique au début. Et puis, il a recherché, pour la question du Sahara, il a déclaré qu'il recherchait une solution novatrice pour le Sahara, au-delà des voies classiques. Il voulait apporter quelque chose. Enfin, bon, une minute. Ça veut dire, nous sommes en Méditerranée. Et puis, pour le Maghreb, il a voulu redynamiser l'UMA à travers une politique de rapprochement soutenue avec l'Algérie. Il a fait un voyage très remarqué en Algérie en 2012, n'est-ce pas, dès sa nomination. Il a été reçu par Bouteflika pendant 2 heures, et c'est la première fois qu'un ministre des Affaires étrangères faisait ce voyage depuis 2003. Sifili était depuis longtemps, vous savez, il n'a jamais fait de voyage en Algérie, et lui il l'a fait directement. C'était une approche, n'est-ce pas, pour, disons, mettre fin à notre conflit avec l'Algérie, tout au moins pour amorcer un rapprochement, un rapport soutenu avec l'Algérie, et réel. Pour l'Afrique, pour le 3e cercle, il a effectué un certain nombre de voyages dès le début pour renforcer, raffermir la position du Maroc en Afrique, et surtout il a parlé, lui, dès le début 2012, d'un éventuel retour du Maroc dans l'Union africaine. Pas toujours, hein, c'est devenu comme ça, mais lui, il en avait parlé déjà. Et puis pour l'Europe, Othmani a appelé à une vision renouvelée de la politique de voisinage européenne pour un partenariat
plus approfondie qui transcende le cadre du statut avancé, On lui a reproché beaucoup ça, et même les Européens disent qu'est-ce que vous comprenez par ça, transcender le statut avancé. Donc, il voulait apporter quelque chose de nouveau et imprimer sa marque à la politique étrangère primaire. Mais dès 2013, après la première année, dès 2013, des tensions commencent à remonter en surface, venant au sein du ministère des Étrangères et entre le Atmani et l'entourage royal, sur la direction des affaires étrangères et sur les orientations, ou ce qu'il appelait les nouvelles orientations de la politique étrangère. Alors, celui qui était derrière toutes ces tensions, bien sûr, c'est l'ex-ministre des Affaires étrangères, le conseiller du roi, Taïf Essifiri, qui, dès 2013, a manifesté sa volonté de reprendre en main sur le ministère des Affaires étrangères à travers son acolyte, l'ex-secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et le ministre délégué aux Affaires étrangères de Kiran. Je ne vais pas m'arrêter là, non? Quand même, non. J'ai eu une demi-heure, j'ai été très généreux. Et puis, en juin, ce qui fait qu'en juin 2013, Othmani s'est plaint auprès du chef du gouvernement et auprès même du roi des humiliations que lui fait subir Youssef Amrani, le ministre délégué, qui a été flanqué, n'est-ce pas, au ministre des Affaires étrangères pour le surveiller. Et puis, durant 2013, Othmani est de plus en plus écarté d'un certain nombre de missions initiées par le palais au profit de Taïf Essifiri, au profit de l'Amrani, au profit de Youssef Moussouri, de l'Algérie. Voyez-vous? Donc, et je vais vite sur ce qui concerne la politique étrangère lui-même, les orientations, ça a été torpillé, n'est-ce pas? Dès 2013, on a commencé à torpiller l'approche de Othmani, et vers le mois d'août, quand il y a eu la première rencontre des ambassadeurs marocains à Rabat, marquée par un message royal où le roi décline sa vision de la diplomatie, les ambassadeurs, l'entourage royal commençait à parler de nouvelle diplomatie, et on a senti qu'il y a une opposition nette entre la diplomatie de Othmani à dominante identitaire et la diplomatie de l'entourage royal à dominante économique. Cette fois, dans le message royal, on parlait de la promotion du label Maroc sur l'Europe, voyez-vous. Donc il y a cette opposition, et le Othmani va terminer vraiment l'année 2013 vers juillet-août, vraiment marginalisé, a été critiqué par Moussouad qui c'est en pleine crise gouvernementale avec le départ de l'Istiqlal, Moussouad, le ministère des Affaires étrangères, il a critiqué Othmani ouvertement sur ses gaffes, sur son manque de sens des intérêts nationaux marocains, et finalement, quand le gouvernement a été changé, le Othmani a été limogé et débarqué. Voilà. C'est une bonne conclusion.